Les cyniques et les moralistes s'accordent pour mettre les voluptés de l'amour parmi les jouissances dites grossières, entre le plaisir de boire et celui de manger, tout en les déclarant d'ailleurs, puisqu'ils assurent qu'on s'en peut passer, moins indispensables que cela. Du moraliste, je m'attends à tout, mais je m'étonne que le cynique s'y trompe. Mettons que les uns et les autres aient peur de leurs démons, soit qu'ils leur résistent, soit qu'ils s'y abandonnent, et s'efforcent de ravaler leur plaisir pour essayer de lui enlever sa puissance presque terrible, sous laquelle ils succombent, et son étrange mystère où ils se sentent perdus. Je croirais à cette assimilation de l'amour aux joies purement physiques, à supposer qu'il en existe de telles, le jour où j'aurais vu un gourmet sangloter de délices devant son mets favori, comme un amant sur une jeune épaule. De tous nos jeux, c'est le seul qui risque de bouleverser l'âme, le seul aussi où le joueur s'abandonne nécessairement au délire du corps. Il n'est pas indispensable que le buveur abdique sa raison, mais l'amant qui garde la sienne n'obéit pas jusqu'au bout à son Dieu. L'abstinence ou l'excès n'engage partout ailleurs que l'homme seul. Sauf dans le cas de Diogène, dont les limitations et le caractère de raisonnable pis-aller se marquent d'eux-mêmes. Toute démarche sensuelle nous place en présence de l'autre, nous implique dans les exigences et les servitudes du choix. Je n'en connais pas où l'homme se résolve pour des raisons plus simples et plus inéluctables, où l'objet choisi se pèse plus exactement à son poids brut de délices, où l'amateur de vérité ait plus de chances de juger la créature nue. À partir d'un dépouillement qui s'égale à celui de la mort, d'une humilité qui passe celle de la défaite et de la prière, je m'émerveille de voir chaque fois se reformer la complexité des refus, des responsabilités, des apports, les pauvres aveux, les fragiles mensonges, les compromis passionnés entre mes plaisirs et ceux de l'autre, tant de liens impossibles à rompre et pourtant déliés si vite. Ce jeu mystérieux qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne m'a semblé assez beau pour lui consacrer une part de ma vie. Les mots trompent puisque celui de plaisir couvre des réalités contradictoires, comporte à la fois les notions de tiédeur, de douceur, d'intimité des corps et celles de violence, d'agonie et de cri. La petite phrase obscène de Poséidonius sur le frottement des deux parcelles de chair que je t'ai vu copier avec une application d'enfant sage dans tes cahiers d'école ne définit pas plus le phénomène de l'amour que l'accord de toucher du doigt ne rend compte du miracle des sons. C'est moins la volupté qu'elle insulte que la chair elle-même, cet instrument de muscles, de sang et d'épiderme, ce rouge nuage dont l'âme est l'éclair. Et j'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour, de l'étrange obsession qui fait que cette même chair dont nous nous soucions si peu quand elle compose notre propre corps, nous inquiétant seulement de la laver, de la nourrir, et s'il se peut de l'empêcher de souffrir, puisse nous inspirer une telle passion de caresse simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre, et parce qu'elle présente certains linéaments de beauté sur lesquels d'ailleurs les meilleurs juges ne s'accordent pas. Ici, la logique humaine reste en deçà, comme dans les révélations des mystères. La tradition populaire ne s'y est pas trompée, qui a toujours vu dans l'amour une forme d'initiation, l'un des points de rencontre du secret et du sacré. L'expérience sensuelle se compare encore au mystère en ce que la première approche fait aux non-initiés l'effet d'un rite plus ou moins effrayant, scandaleusement éloigné des fonctions familières du sommeil, du boire et du manger, objet de plaisanterie, de honte ou de terreur. Tout autant que la danse des ménades ou le délire des corybantes, notre amour nous entraîne dans un univers différent où il nous est, en d'autres temps, interdit d'accéder, et où nous cessons de nous orienter dès que l'ardeur s'éteint ou que la jouissance se dénoue. Cloué au corps aimé comme un crucifié à sa croix, j'ai appris sur la vie quelques secrets qui déjà s'émoussent dans mon souvenir par l'effet de la même loi qui veut que le convalescent guéri cesse de se retrouver dans les vérités mystérieuses de son mal, que le prisonnier relâché oublie la torture ou le triomphateur dégrisé la gloire. J'ai rêvé parfois d'élaborer un système de connaissances humaines basé sur l'érotique, une théorie du contact où le mystère et la dignité d'autrui consisteraient précisément à offrir au moi ce point d'appui d'un autre monde. La volupté serait dans cette philosophie une forme plus complète mais aussi plus spécialisée de cette approche de l'autre, une technique de plus mise au service de la connaissance de ce qui n'est pas nous. Dans les rencontres les moins sensuelles, c'est encore dans le contact que l'émotion s'achève ou prend naissance. La main un peu répugnante de cette vieille qui me présente un placé
le front moite de mon père à l'agonie, la plaie lavée d'un blessé. Même les rapports les plus intellectuels ou les plus neutres ont lieu à travers ce système de signaux du corps. Le regard soudain éclairci du tribun auquel on explique une manœuvre au matin d'une bataille, le salut impersonnel d'un subalterne que notre passage fige en une attitude d'obéissance, le coup d'œil amical de l'esclave que je remercie parce qu'il m'apporte un plateau ou devant le camé grec qu'on lui offre, la moue appréciatrice d'un vieil ami. Avec la plupart des êtres, les plus légers, les plus superficiels de ces contacts suffisent à notre envie ou même l'excèdent déjà. Qu'ils insistent, se multiplient autour d'une créature unique jusqu'à la cerner tout entière, que chaque parcelle d'un corps se charge pour nous d'autant de significations bouleversantes que les traits d'un visage, qu'un seul être, au lieu de nous inspirer tout au plus de l'irritation, du plaisir ou de l'ennui, nous hante comme une musique et nous tourmente comme un problème, qu'il passe de la périphérie de notre univers à son centre, nous deviennent enfin plus indispensables que nous-mêmes. Et l'étonnant prodige a lieu, où je vois bien davantage un envahissement de la chair par l'esprit qu'un simple jeu de la chair. De telles vues sur l'amour pourraient mener à une carrière de séducteur. Si je ne l'ai pas remplie, c'est sans doute que j'ai fait autre chose, sinon mieux. À défaut de génie, une pareille carrière demande des soins et même des stratagèmes pour lesquels je me sentais peu fait. Ces pièges dressés, toujours les mêmes, cette routine bornée à de perpétuelles approches limitées par la conquête même m'ont lassé. La technique du grand séducteur exige dans le passage d'un objet à un autre une facilité et une indifférence que je n'ai pas à l'égard d'eux. De toute façon, ils m'ont quitté plus que je ne les quittais. Je n'ai jamais compris qu'on se rassasiât d'un être. L'envie de dénombrer exactement les richesses que chaque nouvel amour nous apporte, de le regarder changer, peut-être de le regarder vieillir, s'accorde mal avec la multiplicité des conquêtes. J'ai cru jadis qu'un certain goût de la beauté me tiendrait lieu de vertu, saurait m'immuniser contre les sollicitations trop grossières. Mais je me trompais. L'amateur de beauté finit par la retrouver partout, filon d'or dans les plus ignobles veines, par éprouver, à manier ses chefs-d'œuvre fragmentaires, salis ou brisés, un plaisir de connaisseur seul à collectionner des poteries crues vulgaires. Un obstacle plus sérieux pour un homme de goût est une position d'éminence dans les affaires humaines, avec ce que la puissance presque absolue comporte de risques d'adulation ou de mensonge. L'idée qu'un être, si peu que ce soit, se contrefait en ma présence est capable de me le faire plaindre, mépriser ou haïr. J'ai souffert de ces inconvénients de ma fortune comme un homme pauvre de ceux de sa misère. Un pas de plus, et j'aurais accepté la fiction qui consiste à prétendre qu'on séduit quand on sait qu'on s'impose. Mais l'écœurement ou la sottise peut-être risque de commencer là. On finirait par préférer au stratagème éventé de la séduction les vérités toutes simples de la débauche, si là aussi ne régnait le mensonge. En principe, je suis prêt à admettre que la prostitution soit un art comme le massage ou la coiffure, mais j'ai déjà peine à me plaire chez les barbiers et les masseurs. Rien de plus grossier que nos complices. Le coup d'œil oblique du patron de taverne qui me réserve le meilleur vin et par conséquent en prive quelqu'un d'autre suffisait déjà au jour de ma jeunesse à me dégoûter des amusements de Rome. Il me déplaît qu'une créature croie pouvoir escompter mon désir, le prévoir, mécaniquement s'adapter à ce qu'elle suppose mon choix. Ce reflet imbécile et déformé de moi-même que m'offre à ces moments une cervelle humaine me ferait préférer les tristes effets de l'ascétisme. Si la légende n'exagère rien des outrances de Néron, des recherches savantes de Tibère, il a fallu à ces grands consommateurs de délices des sens bien inertes pour se mettre en frais d'un appareil si compliqué, et un singulier dédain des hommes pour souffrir ainsi qu'on se moqua ou qu'on profita d'eux. Et cependant, si j'ai à peu près renoncé à ces formes par trop machinales du plaisir ou ne m'y suis pas enfoncé trop avant, je le dois plutôt à ma chance qu'à une vertu incapable de résister à rien. J'y pourrais retomber en vieillissant comme dans n'importe quelle espèce de confusion ou de fatigue. La maladie et la mort relativement prochaines me sauveront de la répétition monotone des mêmes gestes, pareil à l'annonnement d'une leçon trop su par cœur. De tous les bonheurs qui lentement m'abandonnent, le sommeil est l'un des plus précieux, des plus communs aussi. Un homme qui dort peu et mal, appuyé sur de nombreux coussins, médite tout à loisir sur cette particulière volupté. J'accorde que le sommeil le plus parfait reste presque nécessairement une annexe de l'amour. Repos réfléchi, reflété dans deux corps. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le mystère spécifique du sommeil goûté pour lui-même,
L'inévitable plongée hasardée chaque soir par l'homme nu, seul et désarmé, dans un océan où tout change, les couleurs, les densités, le rythme même du souffle, et où nous rencontrons les morts. Ce qui nous rassure du sommeil, c'est qu'on en sort, et qu'on en sort inchangé, puisqu'une interdiction bizarre nous empêche de rapporter avec nous l'exact résidu de nos songes. Ce qui nous rassure aussi, c'est qu'il guérit de la fatigue, mais il nous en guérit temporairement, par le plus radical des procédés et en s'arrangeant pour que nous ne soyons plus. Là, comme ailleurs, le plaisir et l'art constituent à s'abandonner consciemment à cette bienheureuse inconscience, à accepter d'être subtilement plus faible, plus lourd, plus léger et plus confus que soi. Je reviendrai plus tard sur le peuple étonnant des songes. Je préfère parler de certaines expériences de sommeil pur, de pur réveil, qui confinent à la mort et à la résurrection. Je tâche de ressaisir la précise sensation de tel sommeil foudroyant de l'adolescence où l'on s'endormait sur ses livres tout habillé, transporté d'un seul coup hors de la mathématique et du droit, à l'intérieur d'un sommeil solide et plein, si rempli d'énergie inemployée qu'on y goûtait pour ainsi dire le pur sens de l'être à travers les paupières fermées. J'évoque les brusques sommeils sur la terre nue, dans la forêt après de fatigantes journées de chasse, l'abois des chiens m'éveillait ou leurs pattes dressées sur ma poitrine. Si total était l'éclipse que j'aurais pu chaque fois me retrouver autre, et je m'étonnais ou parfois m'attristais du strict agencement qui me ramenait de si loin dans cet étroit canton d'humanité qu'est moi-même. Qu'étaient ces particularités auxquelles nous tenons le plus, puisqu'elles comptaient si peu pour le libre dormeur, et que, pour une seconde, avant de rentrer à regret dans la peau d'Adrien, je parvenais à savourer à peu près consciemment cet homme vide, cette existence sans passé. D'autre part, la maladie, l'âge ont aussi leurs prodiges et reçoivent du sommeil d'autres formes de bénédiction. Il y a environ 1 an, après une journée singulièrement accablante à Rome, j'ai connu un de ces répits où l'épuisement des forces opérait les mêmes miracles, ou plutôt d'autres miracles, que les réserves inépuisées d'autrefois. Je ne vais plus que rarement en ville, je tâche d'y accomplir le plus possible. La journée avait été désagréablement encombrée. Une séance au Sénat avait été suivie par une séance au tribunal et par une discussion interminable avec l'un des questeurs, puis par une cérémonie religieuse qu'on ne peut abréger et sur laquelle la pluie tombait. J'avais moi-même rapproché, collé ensemble toutes ces activités différentes pour laisser le moins de temps possible entre elles aux importunités et aux flatteries inutiles. Le retour à cheval fut l'un de mes derniers trajets de ce genre. Je rentrai à la villa, écœurée, malade, ayant froid comme on a froid que lorsque le sang se refuse et n'agit plus dans nos artères. Célère et Cabrias s'empressaient, mais la sollicitude peut être fatigante alors même qu'elle est sincère. Retirée chez moi, j'avalai quelques cuillerées d'une bouillie chaude que je préparais moi-même, nullement par soupçon, comme on se le figure, mais parce que je m'octroie aussi le luxe d'être seule. Je me couchai, le sommeil semblait aussi loin de moi que la santé, que la jeunesse, que la force. Je m'endormis. Le sablier m'a prouvé que je n'avais dormi qu'1 heure à peine. Un court moment d'assoupissement complet, à mon âge, devient l'équivalent des sommeils qui duraient autrefois toute une demi-révolution des astres. Mon temps se mesure désormais en unités beaucoup plus petites. Mais 1 heure avait suffi pour accomplir l'humble et surprenant prodige. La chaleur de mon sang réchauffait mes mains, mon cœur, mes poumons s'étaient remis à opérer avec une espèce de bonne volonté. La vie coulait comme une source pas très abondante, mais fidèle. Le sommeil, en si peu de temps, avait réparé mes excès de vertu avec la même impartialité qu'il eût mis à réparer ceux de mes vices. Car la divinité du grand restaurateur tient à ce que ses bienfaits s'exercent sur le dormeur, sans tenir compte de lui, de même que l'eau chargée de pouvoirs curatifs ne s'inquiète en rien de qui boit à la source. Mais si nous pensons si peu à un phénomène qui absorbe au moins 1/3 de toute vie, c'est qu'une certaine modestie est nécessaire pour apprécier ses bontés. Endormi, Caius Caligula et le juste Aristide se valent. Je dépose mes vains et importants privilèges, je ne me distingue plus du noir janiteur qui dort en travers de mon seuil. Qu'est notre insomnie sinon l'obstination maniaque de notre intelligence à manufacturer des pensées, des suites de raisonnements, des syllogismes et des définitions bien à elle, son refus d'abdiquer en faveur de la divine stupidité des yeux clos ou de la sage folie des songes. L'homme qui ne dort pas,
et je n'ai depuis quelques mois que trop d'occasions de le constater sur moi-même, se refuse plus ou moins consciemment à faire confiance au flot des choses. Frère de la mort. Isocrate se trompait, et sa phrase n'est qu'une amplification de rhéteur. Je commence à connaître la mort. Elle a d'autres secrets, plus étrangers encore à notre présente condition d'homme. Et pourtant, si enchevêtrés, si profonds sont ces mystères d'absence et de partiel oubli, que nous sentons bien confluer quelque part la source blanche et la source sombre. Je n'ai jamais regardé volontiers dormir ceux que j'aimais. Ils se reposaient de moi, je le sais, ils m'échappaient aussi. Et chaque homme a honte de son visage entaché de sommeil. Que de fois, levé de très bonne heure pour étudier ou pour lire, j'ai moi-même rétabli ces oreillers fripés, ces couvertures en désordre, évidence presque obscène de nos rencontres avec le néant, preuve que chaque nuit, nous ne sommes déjà plus.